Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Data Africa. Aujourd'hui, nous allons parler de l'IA dans les systèmes d'information des entreprises, une révolution de la sécurité numérique. Donc, de nos jours, l'IA est devenue de plus en plus un buzzword, mais est-ce que nous n'oublions pas peut-être un côté, la sécurité? Donc aujourd'hui, notre invité Bailey Dionou va un peu nous entretenir sur ce qu'est la sécurité, la cybersécurité quand même dans les entreprises. Et nous aurons à échanger surtout pour voir, pour comprendre quand même en profondeur, pour pouvoir prendre des décisions vraiment éclairées dans nos entreprises. Donc sans plus tarder, je vais demander à monsieur Bailey de pouvoir prendre la main alors. Merci. Vous voyez, m'entendez tous? Super, merci Layani. Merci beaucoup pour la confirmation. Bonjour à tous. Je suis Bailly Dionou. Je suis, comme c'est marqué, analyste en renseignement sur la menace cyber, c'est-à-dire renseignement. Je vais y revenir sur en fait tout ce qui peut menacer la sécurité d'un système d'information. Et depuis peu de temps, étant donné un peu mon background diagnostic, je me suis intéressé à la cybersécurité de l'IA. Ou pas? Bon, ça. Alors, est-ce qu'il y a des chansons de questions par hasard? D'accord, très bien. Donc, je vais avancer. Donc, cybersécurité maintenant et IA. En fait, de quoi parle-t-on en général? D'abord, puisque je suis analyste en renseignement sur la menace, mon approche va se faire par la Cyber Threat Intelligence, donc le renseignement sur la menace cyber. Ça va être mon approche, c'est par là que moi je vais approcher la chose, parce que la cybersécurité, comme vous l'avez vu, est plus vaste. Il y a la cyberdéfense, il y a la cyberoffense, il y a le design cyber, etc., etc. Et moi, mon approche va être plutôt par la CTI. Ensuite, quand on croise, on fait le produit scalaire, la CTI de l'IA, on a une projection qui est multidimensionnelle. La première, c'est déjà la menace contre les modèles et les systèmes d'IA, donc ce qu'on appelle l'adversarial machine learning. Il y a la menace qui utilise des modèles d'IA pour pouvoir justement arriver à ces objectifs que j'appelle l'adversarial AI tooling, donc le fait d'utiliser l'IA comme un outil pour pouvoir atteindre les objectifs de l'adversaire. Il y a la menace qui est liée à la non-conformité, quelque part légale et réglementaire. On parle beaucoup d'IA éthique, etc., etc. Donc, lorsque le règlement ou la loi est de plus en plus posée, ça pose une menace pour les entreprises qui ne sont pas préparées dans leur service, dans leur système à pouvoir en fait être conformes à ces lois ou à ce cadre légal ou réglementaire. Et puis finalement, il y a une menace qui n'est pas forcément évidente, mais qui est la menace qui est liée en fait à la non-utilisation de l'IA. Mais là, on est plus sur des choses d'ordre soit technologique, c'est-à-dire que l'entreprise ou l'organisation qui a à défendre en fait, n'a pas une technologie qui est alignée sur les capacités de l'adversaire, qui, lui, va utiliser de l'IA. Donc ici, il y a une différence qui peut être en défaveur de l'organisation. Et puis sinon, il y a ce qu'on appelle le coût de l'opportunité, c'est-à-dire le simple fait que stratégiquement, d'un point de vue strictement business, une entreprise n'utilise pas de l'IA, alors que ses compétiteurs utilisent de l'IA et donc, en fait, sont plus compétitifs. Donc voilà un peu 4 éléments qu'on peut utiliser pour pouvoir décrire en fait, comment l'IA et l'intelligence artificielle se croisent. On peut faire davantage, mais c'est ceux-là qui apparaissent à mes yeux pour l'instant. Donc, l'idée maintenant, c'est de savoir, nous, on va aller dans quelle direction. Ça va être très simple. On va traiter le premier point, c'est-à-dire l'approche, bien sûr, par la menace CTI, comme je l'ai dit, et puis la menace contre les modèles et systèmes d'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'adversarial machine learning. Pour le reste, je vous renvoie à comment ça s'appelle? C'est un podcast
que j'ai eu le plaisir de donner il y a quelques mois auprès de Cybercafé avec Amadou Tidiane Diawara, qui est disponible sur YouTube en replay, où là, j'aborde un peu les autres aspects. Dans le Adversarial Machine Learning, d'abord, dans un premier temps, on va regarder, puisqu'on est focalisé sur la menace, quel est le mode opérateur de la menace qui concerne justement les données ou les systèmes basés sur de l'IA. Avant de dire ça, je pose un des frameworks qui est beaucoup utilisé dans le domaine de la cybersécurité, qu'on appelle la pyramide of pain. C'est très simple. À partir du schéma que vous voyez ici, on peut utiliser différents éléments pour pouvoir caractériser l'activité de la menace, donc pour la comprendre, pour l'identifier. Soit on utilise, on va dire, des marqueurs de fichiers qu'on appelle des hashes, soit on utilise des adresses IP pour marquer leur réseau d'origine, soit des noms de domaine si jamais ils utilisent, on va dire, des serveurs pour pouvoir interagir avec leurs victimes. Et puis, all the way up, jusqu'à des TTPs qui sont les Tactics, Techniques and Procedures. C'est très simple. Les Tactics, Techniques and Procedures, la tactique, c'est en fait, quel est l'objectif d'étape de l'attaquant, parce qu'il a toute une suite d'actions qu'il pose pour pouvoir arriver à son objectif. Et en fonction de l'étape, il a un objectif. Son objectif peut être, par exemple, de pouvoir récupérer des informations. On va le voir tout à l'heure. Hein. Ça peut être de pouvoir exfiltrer de l'information. Ça peut être de déjà pénétrer le système d'information. Et donc, il y a un ordre qu'il suit comme ça, que certains, qu'on peut appeler aussi, et ça, c'est un autre framework, la kill chain, donc bien sûr la chaîne pour arriver à tuer son adversaire. Et la tactique, c'est l'objectif d'étape. La technique, c'est comment justement il atteint cet objectif-là. Quelles techniques il utilise, on les identifie très clairement. Et puis la procédure, c'est comme son nom le dit, c'est tout simplement une suite d'actions. Ça dit qu'est-ce qu'il fait. On a l'objectif, comment il élabore cet objectif, et puis qu'est-ce qu'il fait concrètement ensuite d'étape. Donc nous, on va se focaliser sur, en fait, les TTPs. Comme vous le voyez sur la pyramide, les TTPs sont au sommet de la pyramide. Donc en fait, ce sont les éléments qui, lorsqu'ils sont connus d'un attaquant, et lorsque la stratégie de défense est basée sur la connaissance de ces TTPs, qui rendent le plus difficile possible pour l'attaquant de pouvoir justement, en fait, ils mettent l'attaquant le plus mal à l'aise, parce que ce sont les choses qui sont, la société, la communauté s'entend dessus, les plus difficiles à changer pour l'attaquant. Et donc là, on utilise dans le domaine spécifique de l'intelligence artificielle ce qu'on appelle la matrice qui est faite par l'organisation MITRE. C'est une organisation internationale. Et le MITRE Atlas, c'est en fait le repère des différentes tactiques et techniques qui sont ciblées sur l'adversarial machine learning. Donc là, par exemple, on commence par de la reconnaissance. Le développement de ressources, c'est aller récupérer des éléments qui vont permettre de faire l'attaque. L'initial access ou le ML, Model Access, c'est le moment où vraiment on pénètre dans le système d'information. Et puis, une fois qu'on a pénétré, je ne vais pas dire tout le reste. Là, maintenant, on fait différentes étapes qui permettent d'arriver jusqu'à, par exemple, de l'exfiltration de données en avant-dernier, où l'impact, c'est exactement comment le système d'information a été impacté, quel est le résultat concret, identifiable de l'attaque de la menace si jamais elle est arrivée jusqu'au bout. Et puis, en vertical, en colonne, on a tout simplement les différentes techniques. Donc, ce sont des matrices qui nous permettent de communiquer dans un même langage entre professionnels de la CTI. Et celle-là en particulier, c'est celle que j'utilise beaucoup parce qu'elle est assez avancée et en fait très utilisée. Et ici, vous remarquerez, et je vais le développer dans la suite, qu'il y a une différence qu'on peut faire entre la partie jusqu'à ce qu'on puisse avoir accès. Et comme je le disais tout à l'heure, une fois qu'on a accès, on est à l'intérieur du système d'information, c'est vraiment totalement autre chose. En général, la stratégie de défense, je ne dirais pas qu'elle est concentrée sur la partie avant l'accès, mais comme vous comprendrez de façon logique que c'est plus facile de se défendre lorsque l'attaquant est dehors
que quand il est à l'intérieur, parce que justement, quand il est à l'intérieur, il a beaucoup plus d'impact lorsqu'il agit, puisqu'il a déjà connaissance d'un certain nombre de choses. Et ça, cette ligne permet de démarquer, en fait, d'une part, une zone qu'on dit démilitarisée, donc la zone à gauche, c'est-à-dire une zone où on n'a pas l'essentiel, on va dire, de notre système d'information, et puis la zone à droite où on a l'essentiel de notre système d'information, qui est en quelque part le périmètre à défendre. Donc la situation, je vais prendre une situation ici pour pouvoir bien expliquer ça, ou plutôt nous introduire vers la suite. La situation, c'est que par exemple, je veux aménager les bureaux de mon entreprise, et pour ça, je demande à une entreprise extérieure de venir me livrer du mobilier, avec par exemple du mobilier et un parc informatique, en tout cas des machines qui vont permettre de pouvoir travailler. Et donc ça, je demande à un fournisseur, un approvisionneur de me faire ça. Et donc la question qu'on peut se poser ici, et ça va introduire une notion nouvelle, c'est est-ce que le matériel qu'il met ici est clean d'un point de vue de sécurité ou est-ce qu'il est compromis? Ce n'est pas des questions qu'on se pose naturellement, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi je propose de poser la question comme ça, parce que ça nous permet rapidement de voir qu'on peut approcher avec le critère de extérieur à la zone démilitarisée ou intérieur à la zone militarisée, une façon de pouvoir décrire le mode opératoire ou ségréguer différents modes opératoires de l'attaquant. Je prends un exemple. Je ne sais pas si vous avez été au courant, mais il y a eu un article du Monde en 2018 qui a rapporté que des professionnels d'informatique du siège de l'Union africaine avaient remarqué que leurs informations étaient copiées vers la Chine, en tout cas exfiltrées vers la Chine. En vrai, c'est la Chine qui avait offert vraiment tout, comme on le voit sur l'image précédente, tout le bâtiment plus ce qui est à l'intérieur. Et eux, ils ont découvert quelques temps plus tard qu'il y avait comme des extractions d'informations. Bien sûr, la Chine a contesté cela, mais tout cela montre tout simplement le risque qu'il y a à l'idée que je puisse avoir à l'intérieur de mon périmètre à défendre des sortes de portes dérobées, des sortes de, comment je vais appeler ça, des éléments qui permettent à un adversaire de pouvoir entrer discrètement sans que je puisse me rendre compte. Parce que quand on regarde ici, si, comme je l'ai mis dans mon image, on a un attaquant, on a un objet de l'attaquant, par exemple dans ce tableau, disons une caméra où on a un micro ici pour pouvoir écouter qui est bien dissimulé. Moi, je vois tout simplement un tableau et un tiroir caisse. Et je ne peux pas imaginer qu'à l'intérieur, il y a des choses qui m'espionnent. Donc, à ce moment-là, quand le matériel est compromis, comme je l'ai mis ici, on parle, et je vais y venir dans la suite, on parle de compromission de la supply chain ou compromission de la chaîne d'approvisionnement, tout simplement parce que tout ce qui me permet d'approvisionner une certaine étape de ma production, tous les éléments qui sont les éléments constitutifs de mon produit, par exemple, il peut se trouver qu'à l'intérieur d'eux, il y a quelque chose d'une compromission qui compromet du coup tout l'objet lui-même. Et la question qui se pose maintenant dans le domaine de l'adversarial machine learning, c'est qu'une fois que le matériel est compromis, c'est assez sensible pour le domaine de l'adversarial machine learning ou de l'IA, tout simplement parce qu'on a une forte dépendance en données du fait de la taille requise pour pouvoir faire de l'entraînement. Et puisqu'on a une forte dépendance en données, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les données qui sont utilisées pour faire mon entraînement sont fiables? Est-ce que les données ouvertes, parce que la plupart des modèles fondationnels qu'on connaît, qu'ils soient ouverts ou fermés, sont des modèles qui sont utilisés sur des données ouvertes, des données qui sont scrapées sur Internet, des données qui sont... En tout cas, il y a tellement besoin de beaucoup de données que souvent, on va les chercher à des endroits qu'on ne maîtrise pas trop. Donc, première question, est-ce que les données ouvertes sont fiables? Deuxième question, il y a une dépendance en modèles, puisque tout simplement, les modèles fondationnels, vous le savez, ont été réalisés avec beaucoup d'argent, que quelquefois même un État n'a pas dans son budget pour pouvoir financer. Je sais que de mémoire, on est en quelques centaines de millions pour ChatGPT, avec un trou dans
dans leur balance sheet qui était de cet ordre-là, dans leur bilan, et puis un coût de fonctionnement qui est en quelques dizaines de millions d'euros. Donc c'est énorme, et ça fait que tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc, il y a une barrière d'entrée pour l'entraînement et la constitution d'un modèle fondationnel. Et cette barrière d'entrée-là, elle implique que les gens, en fait, sont dépendants de ces modèles fondationnels pour pouvoir par-dessus faire du fine-tuning, pour faire différentes étapes supplémentaires pour les utiliser dans la suite. Et ça, cette dépendance-là, en fait, elle induit la question de savoir est-ce que ces modèles qui sont disponibles, que tout le monde utilise, est-ce qu'ils sont fiables? Et ça, ayant dit ça, ça permet justement, et je le disais tout à l'heure, de pouvoir introduire la notion de supply chain compromise. Lorsque l'attaquant a réussi à corrompre, par exemple, les données, ce que moi je ne peux pas voir à l'œil nu, ou corrompre les modèles, ce que je ne peux pas non plus voir à l'œil nu, puisque je ne lis pas de binaire, en regardant un code ou en regardant un exécutable, et bien à ce moment-là, il est entré de façon subreptice, de façon un peu cachée à l'intérieur de mon système sans que moi je ne le sache, et il a ce qu'on appelle, il a compromis ma chaîne d'approvisionnement. Et là, il peut jouer directement à l'intérieur de mon périmètre à défendre. Pour la supply chain compromise, je donne, par exemple, je donne deux cas, je développe deux cas. Le premier cas, c'est la compromission de la donnée elle-même. J'en parlais tout à l'heure, avec soit que ce soit en entraînement, en validation, en fine-tuning, etc. Et je prends l'exemple d'un cas qui a été développé par les chercheurs en sécurité de Microsoft, où en fait, il y avait une backdoor. Une backdoor, c'est porte dérobée en français. C'est une sorte de porte qui n'est pas connue, par exemple, de ma maison, et que l'ennemi a installé quelque part, ou une fenêtre qu'il a installée quelque part, moi, je ne sais pas. Et à tout moment, il peut passer par cette fenêtre pour rentrer chez moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont réussi à mettre une backdoor dans un modèle de deep learning, et il suffisait d'accéder, puisque c'était un modèle de computer vision, il suffisait de pouvoir mettre quelque part dans la capture lorsqu'on fait de l'inférence. Au moment de l'inférence, il suffisait simplement de mettre le détonateur, le trigger, c'est-à-dire une image qui, lorsqu'elle est vue par l'appareil qui est basé sur la reconnaissance visuelle dans le champ physique de cet appareil-là, lorsqu'il prend par exemple la photo, ça déclenche la backdoor, et l'attaquant peut ensuite accéder au système d'information qui contient l'intelligence artificielle. Par exemple, si la backdoor disait qu'à partir du moment où tu reconnais un panneau stop, alors à ce moment-là, connecte-toi sur tel ordinateur qui se trouve par exemple en Chine ou qui se trouve en Russie, il suffirait que la personne qui a téléchargé l'application fasse une photo en se baladant quelque part. Il suffit qu'il y ait un panneau stop sans faire exprès dans sa photo, et puis ça déclenche la backdoor, l'attaquant peut avoir. Donc, c'est quelque chose d'assez redoutable, mais que la personne ne peut pas savoir parce que au moment où elle a téléchargé l'application, au moment même où le développeur ou le data scientist a pris le modèle pour pouvoir travailler, il ne savait pas que le modèle contenait cette backdoor-là. Donc là, on est dans un cas classique de supply chain compromise. Je prends un deuxième exemple avec quelque chose que moi-même j'ai traité dans un article que j'ai fait il y a quelques mois sur LinkedIn. C'était ce qu'ils ont appelé des paper mills. Ce sont des sortes d'usines qui produisaient des faux papiers scientifiques en masse pour pouvoir aider à faire monter la carrière d'un certain nombre de personnes. Et ça se faisait dans une région de Chine. Et ces paper mills-là, donc ces sortes d'usines ou des moulins à papier scientifiques, on ne le réalise pas, mais c'est quelque chose qui peut empoisonner des données, puisque ces personnes-là font de fausses choses, de la fausse recherche, et cette fausse recherche-là, lorsqu'elle est engrangée par des modèles d'apprentissage, et bien en fait, elle génère des mauvaises prédictions ou des mauvaises réponses lorsque on pose des questions, par exemple, aux LLMs qui se sont entraînés sur ces données-là. Mais donc, ça montre tout simplement que sans que l'utilisateur final ne le sache, l'entraînement s'est fait sur des données qui étaient corrompues et qui étaient ouvertes pour l'utilisation. Donc là, on voit deux exemples
qui concerne la compromission de la donnée. La compromission d'un modèle, par exemple, récemment, j'ai découvert, et vous pourrez le vérifier en allant voir le site, qu'on a eu une compromission d'une librairie ou d'une dépendance de PyTorch qui a été découverte par des chercheurs en sécurité. Voilà. La deuxième chose, désolé, là, il y a encore une inversion. Le deuxième type de compromission, c'est la compromission de SafeTensor, l'entreprise HiddenLayer, qui est une des entreprises leaders actuellement dans le domaine de la sécurité en adversarial machine learning, en fait, a découvert tout simplement que avec lequel vous devez être très familier, qui est le format de stockage d'un certain nombre de fichiers binaires de modèles, qui est SafeTensor, qui est le format censé être sécurisé, qui est produit par Hugging Face eux-mêmes. En fait, ce format a été très facilement corrompu par les chercheurs de cette entreprise, faisant que finalement, toutes les personnes qui utilisaient SafeTensor pour convertir les formats Pickle, j'ai dit Pickle, oui, en fait, embarquaient avec eux une compromission dans leur système d'information. Donc, c'est assez incroyable parce que SafeTensor est devenu le format de base pour justement la sérialisation des modèles. Finalement, et ça c'est encore plus effrayant, en tout cas plus impressionnant, c'est le fait que des chercheurs de l'entreprise JFrog ont trouvé qu'il y avait à peu près une backdoor dans 30%, à la date c'était le 27 février 2024, de tous les modèles, y compris des modèles propriétaires en source fermée, 30% avaient une backdoor. Alors, à l'intérieur de cet ensemble, il y en a qui ont été mis par des chercheurs pour pouvoir juste voir à quel point les gens ne sont pas vigilants, mais c'est quand même énorme, d'une part. Et à l'intérieur de ces 30%, il existe des backdoors qui n'ont pas été mis par des chercheurs, c'est-à-dire qui ont été mis par des attaquants et qui font que, potentiellement, des gens ont téléchargé des modèles qui aujourd'hui sont compromis avec des backdoors. Donc, tous ces éléments montrent que la compromission en supply chain est quelque chose qui est plutôt assez critique quand il convient de regarder la cybersécurité de l'intelligence artificielle à cause de la dépendance en données et en modèles. Après le mode opératoire supply chain compromise, on va regarder donc le deuxième type de mode opératoire, celui qui se fait justement lorsqu'on n'est pas en supply chain compromise, celui qui se fait avant d'entrer à l'intérieur du système, parce que si on se souvient, la supply chain compromise permet d'entrer dans le système sans se faire voir, alors que lorsqu'on n'a pas fait de supply chain compromise, il faut forcément essayer d'y entrer, c'est-à-dire de faire une intrusion, de faire quelque part une entrée par effraction qui n'est pas douce, pour pouvoir accéder à tout l'ensemble du système ou du périmètre à défendre. Et donc, je vais faire un petit focus maintenant sur cette partie-là. Je vois que le temps avance vite. Donc, dans ce cas-là, il faut faire face à la citadelle. Voilà, on n'est pas comme dans mon exemple de départ, un petit tiroir caisse ou un tableau dans lequel j'ai pu mettre ma backdoor et que les propriétaires ne savent même pas qu'au milieu de la maison qui est là-bas, il se trouve déjà quelque chose de compromis. Là, on n'est pas dans ce cas, mais dans ce cas où il faut franchir la muraille pour pouvoir entrer. Il faut passer au travers du firewall, au travers de l'antivirus et tout ce que vous pouvez imaginer pour pouvoir pénétrer à l'intérieur du système d'information, c'est-à-dire dans le périmètre à défendre. Pour ça, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que les systèmes d'information basés sur l'IA apportent une évolution par rapport à ce qu'on a dans la cybersécurité classique. Pour ça, je vous propose de faire une observation, une analyse justement des techniques qu'on avait vues ici, c'est-à-dire celles qui sont là, du côté gauche de la muraille en quelque sorte, de la citadelle. Et pour ça, on va observer, j'ai fait un zoom sur ces deux-là. À gauche, on a celui que j'avais tout à l'heure, mais zoomé sur les 4 étapes avant d'entrer dans le système, dans le périmètre à défendre. Et puis à droite, c'est la même chose, mais en fait, c'est augmenté tout simplement de les mêmes techniques pour la cybersécurité de l'IT classique.
c'est-à-dire qui n'inclut pas ou qui n'est pas fondé sur un système basé sur l'intelligence artificielle. Donc, en vert, ce sont les mêmes qui sont ici, qui sont ventilés en vert. Donc, en vert, c'est ce qui est à gauche. Et donc, on voit un peu la différence en termes de nombre, mais ça, ce n'est pas le plus important. D'abord, on voit que dans la première observation, puisqu'on est en train de zoomer sur cette partie-là, en ce qui concerne la reconnaissance, tout ce que j'ai mis légèrement en couleur un peu rose pâle, en fait, ce sont toutes les techniques dans ces deux objectifs, dans ces deux tactiques, qui sont semblables, qui finalement sont semblables au cas précédent. C'est-à-dire, on a entre le vert et le blanc plus ou moins la même chose. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de différence notable quand on passe de l'IT classique à l'IT ou au système basé sur l'intelligence artificielle pour ces techniques qui sont en rose. Donc, on a celle-là ici, toutes les techniques de la phase de reconnaissance. On a toutes les techniques de la phase de développement de ressources. Je répète encore, la reconnaissance, c'est collecter des informations pour comprendre le système qu'on va attaquer. La phase de ressources, c'est prendre des outils, en tout cas des ressources, pour pouvoir préparer son attaque. Et donc, on a tous ces éléments en rose pâle qui sont des éléments qui n'apportent pas vraiment de différence. Les éléments qui sont en gris pâle, ce sont des éléments qui, soit pour celui du haut, finalement reviennent ou sont liés à une technique qui est à l'intérieur du périmètre à défendre, soit, pour les deux qui sont en bas, elles sont finalement très proches ou réalisent quelque chose qui est à l'intérieur de l'accès initial. C'est-à-dire que, pourquoi j'ai fait ça? Cette observation, cette analyse montre simplement que, d'une façon ou d'une autre, elles ne sont pas forcément décisives à observer précisément, puisque soit elles reviennent au cas précédent de quelque chose qu'on peut faire quand on est à l'intérieur du périmètre, donc pour celle-là, soit elles se reportent vers l'étape précédente. Donc, en somme, finalement, on a que dans les quatre, on n'a que les deux objectifs d'initial access, c'est-à-dire d'intrusion en tant que tel, qui nous sont intéressants. Donc, à gauche, je l'ai mis en gris et à droite aussi. Les deux sont plus ou moins équivalents, vous aurez compris. Et donc, c'est sur ça maintenant qu'on va se focaliser. Et en se focalisant sur les deux, en faisant le même exercice, voilà, on ne s'occupe plus des deux premières étapes, en faisant le même exercice, vous allez voir, je vais arriver à ma conclusion rapidement, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette analyse. En faisant les deux mêmes exercices, on fait plus ou moins la même chose. On voit qu'il y en a certaines qui reviennent plus ou moins à des techniques qui sont à l'intérieur, enfin, qui n'ont de valeur que quand on est à l'intérieur, ou d'autres qui se reportent à l'intérieur de ces deux-là sur celle qui est soit ici, c'est-à-dire qu'on a une sorte de, je sais pas, je vais appeler ça une surjection. J'espère que vous avez encore vos souvenirs de mathématiques. Mais en gros, on a un noyau de techniques qui représente toutes les autres. Voilà comment je peux le résumer ici. Et ce noyau-là, c'est celui-ci. C'est-à-dire que quand on veut regarder ce qui se passe avant d'entrer à l'intérieur du périmètre à défendre, dans la zone démilitarisée, en fait, ça revient plus ou moins, en vrai, celle qui apporte de la valeur ajoutée, donc le noyau en quelque sorte du sous-espace vectoriel, si on veut parler en termes d'algèbre linéaire. Le noyau, ce sont ces quatre techniques-là, en tout cas au fruit de mon analyse. Et que font ces quatre techniques-là, ou qu'est-ce qu'elles apportent qui sont utiles à savoir pour quelqu'un qui développe justement un système d'intelligence artificielle comme vous le faites, ou quelqu'un qui est intéressé par l'intelligence artificielle? Elles font ce que j'ai mis ici à gauche. La technique Evade ML Model, qui est de l'évasion de modèles, ou du prompt injection avec du LLMs, en fait, elle correspond tout simplement à abuser le système pour que le modèle soit applique mal sa tâche, soit qu'il applique inconsciemment une tâche pour laquelle il n'est pas appelé à le faire. Et cette tâche peut être potentiellement malicieuse. Elle peut ne pas l'être, ce qui est déjà un problème, mais elle peut aussi l'être potentiellement malicieuse. Donc, il est intéressant de savoir que lorsque on considère les techniques qui sont ajoutées avec l'arrivée ou l'étude plus approfondie, parce que l'IA n'est pas arrivée à longtemps, mais l'étude plus approfondie avec l'IA générative de toutes les techniques d'attaque
d'un système basé sur l'IA, pour l'instant en tout cas, il me semble pour moi que les valeurs ajoutées ou les nouveautés, les choses qui arrivent de nouveau en termes de techniques sont des techniques qui permettent de faire ce que je viens de mettre là. Et ce sont des choses qui sont intéressantes à savoir pour justement être sensibilisé et se préparer à ça. Dans un deuxième temps, pour la dernière, la colonne de droite extrême, on a deux techniques qui permettent en résumé, j'ai mis ça entre guillemets, je n'ai pas mis entre guillemets, mais pour moi c'est entre guillemets, d'aspirer le modèle. En commençant par simplement aspirer des métadonnées du modèle, c'est-à-dire des artefacts, je ne sais pas, les différents paramètres, les hyperparamètres, la taille des données, le nombre de batchs, enfin tout ce qui peut permettre de pouvoir cerner vraiment tout le processus de production. Donc ce type d'éléments-là sont les métadonnées, les artefacts, jusqu'au modèle lui-même, lorsqu'il est fonctionnel. Donc, voilà un peu le type de technique et ce que permet de faire ces techniques, celles qui sont arrivées plus ou moins nouvellement avec des systèmes basés sur de l'IA par rapport à ce qui était déjà connu avant, qui sont dans les autres choses. Après, vous pouvez aller creuser la chose en allant regarder la matrice Atlas pour connaître les autres, pour savoir qu'est-ce qui a évolué. Mais ici, je me suis mis plus ou moins dans une démarche comparative pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui émerge. Voilà, puisqu'on on se posait la question de est-ce qu'il y a une révolution, est-ce qu'il y a vraiment un changement, un bouleversement fort. Donc, je quantifie et je qualifie ici les changements qui sont arrivés. Donc, dans cette deuxième étape, et on est rendu vers la fin parce qu'il restera la dernière, on a quelque part parlé de l'adversarial machine learning. On a fait un focus en tant que CTI analyse sur les TTPs qui offre une difficulté maximale, en tout cas c'est ce qu'on assume pour les attaquants, donc on a fait un focus dessus, et quand on a fait le focus dessus, on a distingué de part et d'autre, on va dire entre guillemets, des murailles de la citadelle, donc soit dans le périmètre à défendre, soit dans une sorte de zone qu'on appelait démilitarisée, c'est-à-dire une zone où il n'y a pas vraiment d'objets, de joyaux de la reine ou de la couronne à défendre, des choses pas vraiment importantes. Eh bien, à partir du moment où on est dans le périmètre à défendre, c'est plutôt la supply chain compromise qui est l'approche de la menace qui est plus ou moins, on va dire, mise en avant, magnifiée par l'émergence justement des systèmes basés sur l'intelligence artificielle, en particulier le MLOps, parce qu'il est basé sur de la donnée qui peut être compromise en supply chain compromise de façon donc inconnue, par du code qui est fait à l'intérieur, je ne sais pas, d'une organisation et puis livré sur Hugging Face, mais sans que les gens ne sachent vraiment à cause de différents facteurs qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, donc éventuellement ce qu'il y a de dangereux. Et puis même, on n'a pas parlé, mais de l'infrastructure, parce que même l'infrastructure peut contenir des backdoors, par exemple, ou des compromissions. Donc, vraiment, premier point du bilan, c'est que la supply chain compromise est vraiment l'attaque qui est mise en avant, qui est amplifiée, qui est magnifiée par l'arrivée de MLOps, AIOps, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Ensuite, on a parlé de l'autre côté des intrusions classiques augmentées. Là, on a fait une petite analyse systématique pour pouvoir arriver au fait qu'on tire de là qu'il y a soit un abus des modèles, surtout quand ils sont agentiques, ça donne un risque accru parce que lorsque on a un modèle agentique, ça veut dire qu'il prend des décisions et donc le fait qu'on puisse en fait avoir la possibilité d'abuser un modèle agentique donne un risque d'impact très important pour l'organisation qui est liée au système d'information. On a l'exemple d'Air Canada où un LLM s'est trompé, il a promis un remboursement à quelqu'un. La personne, puisqu'elle n'a pas eu le remboursement, puisque les LLM avaient halluciné, elle a induit Air Canada en justice. Je vais passer sur cet exemple que je vous inviterai peut-être à voir dans la suite, qui consiste au fait qu'un LLM a été conduit à mentir encore dans un système agentique. Et puis finalement, quand on va arriver à des robots de chirurgie autonomes basés sur l'intelligence artificielle, du computer vision, le risque va exploser. Et puis, le deuxième point, c'est le vol de technologie avec tout ce que ça implique en termes de business sur
la baisse de part de marché pour une entreprise qui soit perd totalement son modèle, qui est le fruit de comment on appelle ça, sa propriété intellectuelle, soit une partie de son modèle qui permet de préparer des attaques futures. Donc, voici un peu le deuxième bilan. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vous propose, puisque la dernière partie n'est pas longue, peut-être, sauf si c'est nécessaire, de reporter la question à la suite parce qu'elles sont complémentaires. Sinon, je suis quand même à l'écoute. Je propose qu'on finisse le bilan et tout rapidement et on revient sur la question. Très bien. Très bien. Là, maintenant, avant, vous avez remarqué que je parlais du mode opératoire. On arrivait sur le machine learning. On est toujours sur la menace. Et là, en ce qui concerne la menace, plutôt que de regarder son mode opératoire, on va regarder la nature de la menace. Et là, je vais regarder juste un point. Et ce point-là, c'est la menace interne. Une menace peut être externe à une organisation, mais aussi on peut avoir des menaces internes. Par exemple, ce qu'on appelle des insider threats. Donc, un insider threat, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur d'une organisation, qui peut de façon volontaire ou non, en fait, devenir une menace pour l'organisation du fait des activités qu'elle mène en interaction, ces interactions avec le système d'information. Et là, qu'on rajoute au facteur du caractère interne de la menace, l'application qui est très répandue de plus en plus avec les LLMs dans les applications d'entreprise, qui est le RAG, donc le Retrieval Augmented Generation. On a, dans la condition où on a un accès disproportionné dans la conception de ce RAG à la donnée interne, ou avec une faible gestion des accès des différents, on va dire, personnes qui interagissent, donc des différents participants internes, en fait, ça induit qu'on a un risque très accru, surtout sachant la vulnérabilité intrinsèque de l'IA générative. Parce que l'IA générative, comme vous le savez, a un espace des inputs qui est à taille quasiment infinie. Quand on passe de la NLP vers le computer vision ou même vers la reconnaissance de son, on a des espaces qui sont quasiment infinis en termes de taille et de possibilités. Et donc, cette vulnérabilité intrinsèque fait que, finalement, avoir un RAG peut devenir une bombe à partir du moment où des données sont mal cloisonnées, où le RAG a accès à n'importe quelle donnée. Si quelqu'un à l'intérieur qui veut attaquer, ça peut avoir un impact très important. Donc, en regardant le facteur de la menace, on a la concomitance entre une menace interne et un RAG qui peut être totalement explosive. Là, on va faire un retour un peu en arrière. On avait regardé la menace, mais j'ai voulu faire quand même un petit zoom sur la vulnérabilité, parce qu'il y a des points importants à regarder dans la vulnérabilité qui vont nous permettre quelque part de réfléchir un peu. La première partie était très informative et j'espère qu'elle a été intéressante pour vous. Mais là, je veux être un peu, et c'est une ouverture un peu vers la fin, sur la fin, pour nous conduire, en plus d'être informés, dans une certaine réflexion. Et donc, pour ça, je passe de la menace volontairement à la vulnérabilité. Je sors un peu, entre guillemets, de ma zone de confort et je fais un focus sur la vulnérabilité. En fait, la vulnérabilité d'un système d'information est intrinsèquement plutôt liée à la sûreté. On distingue sûreté et sécurité par le fait que la sûreté est liée en général elle induit des risques qui sont intrinsèques au système lui-même. Je prends l'exemple ici des 2 tours jumelles. Alors, le fait qu'on soit des grandes tours, c'est excellent. Ça veut dire tout simplement qu'on a la possibilité de voir loin. Les gens doivent être très contents de pouvoir travailler de haut. Ils voient de très loin, donc c'est quelque chose d'intéressant en soi. Mais finalement, ça devient une vulnérabilité lorsque des gens décident, par exemple, de viser des immeubles pour pouvoir faire un attentat. C'est-à-dire le fait qu'elle soit grande devient une vulnérabilité dans le cas spécifique qui a une menace, qui a un objectif spécifique qui est d'atteindre des immeubles par un crash d'avion. Donc, c'est l'ajout de la menace à la sûreté qui crée maintenant un potentiel risque de sécurité. Si on veut chercher une citadelle dans une vallée, ça va être difficile de le trouver parce qu'une citadelle dans une vallée, c'est bien la citadelle, mais quand on la met dans une vallée, ça crée, on va dire, un potentiel d'atteinte à la sécurité qui est trop important. C'est pourquoi quand on fait
une approche de conception en sécurité, en cybersécurité. Il ne faut pas seulement regarder le but pour lequel on installe l'élément, mais il faut réfléchir à qu'est-ce qui est possible dans la vie future de l'élément. Ici, les gens installent un lampadaire parce qu'ils se disent que le but, c'est d'éclairer, mais ils n'ont pas réfléchi au fait que ça peut être utilisé autrement avec des risques sur la sécurité de l'utilisation. Je termine avec une petite réflexion. L'effet de boîte noire que vous connaissez bien sûr, qui est attaché au réseau de neurones et effectivement lié à l'aspect de l'interprétabilité des modèles, c'est un effet qui est intéressant à observer d'un point de vue de la sécurité. Voilà, j'ai mis cette image pour dire que si quelqu'un entre quelque part dans une boîte noire, une boîte de nuit, avec des gardiens très sévères, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, on va le voir entrer, on va le voir sortir, mais l'état dans lequel il va sortir, personne ne peut le prédire. Et les challenges actuels pour la communauté, ça se trouve exactement là, communauté de sécurité. C'est qu'il y a un changement de paradigme qui est induit par l'IA, et ça implique une nouvelle façon de mesurer les incidents de sécurité, de mesurer les outils de sécurité, de défense, etc. Et ce changement de paradigme n'est pas vraiment encore adressé. Et c'est une question qui est ouverte. Comment faire pour ouvrir le capot d'un modèle ou d'un système basé sur de l'IA pour en fait l'évaluer en white box? Et c'est directement lié donc aux questions d'interprétabilité des modèles, comme l'article de Apollo Research qui fait un plaidoyer pour un accès en white box pour pouvoir faire des audits rigoureux de sécurité sur des systèmes basés sur de l'IA. Moi, je pense personnellement que l'Afrique a les armes pour relever ce défi parce qu'elle a à la fois les hommes, la connaissance et maintenant la technologie pour le faire. Mais je me demande ce que toi tu en penses et je pense que je vais aller sur la fin parce que mon temps est bien avancé et on va revenir sur ce petit jeu si jamais on a encore du temps. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous avez des questions et que la présentation a été suffisamment claire ou au moins utile pour vous. Vraiment, merci pour la présentation. J'aimerais savoir si les participants ont des questions. Bon, je vois qu'ils applaudissent et tout. Bon. OK. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Oui, Mohamed. Bonjour à tous. Merci en tout cas, monsieur, de votre présentation. Elle est vraiment très, très bien, pertinente. Donc, moi, en tant que data scientist, j'ai une question. Tout à l'heure, vous avez parlé de backdoor, par exemple, dans un modèle de deep learning, donc computer vision, etc. Donc, la backdoor, ce qui serait déclenché par exemple, l'affichage l'apparition d'un panneau stop dans la photo. Comment ça se matérialise? À quel moment l'attaquant peut mettre cette backdoor-là? OK. La backdoor peut être mise par un attaquant. Je donne des exemples. Même l'exemple du panneau, c'est un exemple aussi. Ça peut être autre chose. Ça peut être un son si jamais c'est un dispositif de reconnaissance de son, etc., etc. La backdoor peut être mise par le fait que l'attaquant lui-même, par exemple, il délivre un modèle sur Hugging Face. Je prends un exemple concret. Si je suis un attaquant, j'entraîne un modèle. À l'intérieur du code du modèle, je mets une ligne de code qui appelle, par exemple, la connexion à Internet pour aller récupérer une connexion vers ce que nous on appelle un command and control, c'est-à-dire un serveur lointain qui permet d'interagir, soit pour exfiltrer ou pour déposer des charges malicieuses sur un système. Donc, la backdoor, c'est tout simplement la ligne de code qui est intégrée dedans. Soit en clair, soit elle peut être déguisée, on dit obfusquée dans le domaine, à l'intérieur du modèle. La backdoor peut être, comme on l'a dit, le fait que si le modèle est entraîné avec des données qui contiennent un élément particulier parce que l'élément a été utilisé comme on appelle
en entraînement supervisé, on lui a donné comme comportement, lorsqu'il est détecté, de faire telle ou telle action. Lorsque il rencontre maintenant dans la phase d'inférence ou de prise en décision, si c'est du machine learning, si c'est de l'IA prédictive, il rencontre la donnée, alors il exécute exactement la tâche déterministe qui lui a été proposée en apprentissage supervisé. Il y a des exemples que j'ai mis dans mes slides que vous pourrez aller voir, notamment sur le site de MyTreeAtlas, où très concrètement, il y a eu le cas justement de la backdoor avec un élément comment je vais appeler ça, dans l'environnement qui a été pris en photo et qui a généré la connexion par la backdoor. Ok, merci pour la parole. Du coup, si j'ai bien compris, c'est beaucoup plus fréquent une backdoor quand on fait de l'inférence. Alors, ça dépend de la façon avec laquelle et à quel niveau se trouve la backdoor. Okay. Je pense que la backdoor peut être, enfin, c'est pas je pense, il est clair que la backdoor peut être déclenchée même au moment de l'entraînement. Parce qu'il suffit de savoir quel est l'agencement logique des différentes fonctions dans le code pour savoir quel élément du code appelle, par exemple, la fonction qui contient la backdoor. Si j'ai une fonction ou subroutine, alors je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas développeur, donc je n'ai plus les bons termes, ça fait très longtemps que je n'ai plus fait du dev, mais si on a une fonction, une subroutine, etc., qui contient une ligne de code qui appelle, par exemple, qui fait par exemple un curl ou qui fait un appel, une connexion en HTTP, etc., etc. Si c'est une fonction qui se trouve dans un bout de code qui est dans la section d'entraînement, eh bien, c'est au moment de l'entraînement que cette backdoor va être appelée. Et l'inférence va se faire si justement la backdoor est liée plutôt, par exemple, à une donnée qui doit être un input au moment de l'inférence pour pouvoir générer le comportement malicieux une fois que l'input est reconnu. Ok, donc imaginons que par exemple je travaille en local, c'est-à-dire sur ma machine. Je ne suis pas connecté à un serveur, rien du tout. Maintenant, pour aller plus loin dans le truc, moi-même génère des données de façon aléatoire. Donc même avec du Python, donc vraiment il n'y a pas d'intervention a priori d'inférence étrangère dans mon système. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a toujours un risque d'avoir une backdoor? Le risque existe à partir du moment où je n'ai pas maîtrisé une étape, justement, je parlais de chaîne d'approvisionnement, de ma chaîne d'approvisionnement. Okay. Si je n'ai pas maîtrisé les données d'entraînement de mon modèle fondationnel, par exemple, je peux avoir une backdoor. Si je n'ai pas maîtrisé, si je ne connais pas, par exemple, ce n'est pas moi qui ai entraîné le modèle from scratch, et que j'ai récupéré un modèle que j'ai continué d'entraîner ou que j'ai fait du fine-tuning, je peux avoir aussi, à ce moment-là, à l'intérieur du code, si je n'ai pas fait un scanner du code, je peux avoir une backdoor aussi là. Ok, c'est bon, là, c'est bon. Par exemple, que la backdoor peut lancer simplement une attente, faire des tests, par exemple, puisqu'elle est déjà sur mon système pour vérifier s'il y a une connexion réseau, et puis se mettre en attente. Quand il y a la connexion réseau, elle relance son app. On trouve des backdoors qui agissent comme ça. Donc, c'est possible. Ok. Ça va, merci. C'est bon, c'est clair. Ok, merci pour cet échange fructueux, Mohamed et Bailey. Je m'excuse. Pas de souci. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a d'autres participants qui ont des questions? Une fois, est-ce qu'il y a des questions? Ok, et je vais demander, ok, Jemima, Abel, oui. Jemima d'abord. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous remercie pour ce moment de partage vraiment très instructif. J'ai vraiment apprécié. J'ai une question, je ne sais pas vraiment si ça cadre trop. J'aimerais savoir, j'ai l'habitude d'utiliser beaucoup les outils d'intelligence artificielle. Et donc, j'aimerais savoir, quand je suis sur un outil d'IA, comment je fais pour savoir que je suis en sécurité et que mes données également sont en sécurité de manière pratique. Merci. Wow. Oui, c'est une question très, très, très naturelle,
très pertinente. J'ai pas abordé la question des mitigations. C'est le terme qu'on utilise dans notre jargon. L'idée ici, c'était déjà de sensibiliser au risque. Mais merci pour cette question. Il y a plusieurs façons de le faire, mais il faut reconnaître, et c'est un peu ma peine, et c'est la peine de la communauté, qu'on avance beaucoup dans l'inconnu. L'inconnu, pour les raisons que j'ai dites, je vais essayer de remonter dans mon slide, que j'ai dites ici. C'est d'abord que deux aspects pour l'inconnu. C'est cet aspect black box qui est attaché à l'IA, au deep learning notamment. Black box sur la question bien sûr de l'interprétabilité, qui fait s'arracher les cheveux même des professionnels d'IA. Donc on ne sait pas ou on sait peu ce qui se passe. Corrigez-moi, je dis ça sous votre surveillance, c'est l'état de mes connaissances. On sait peu ce qui se passe à l'intérieur et donc il devient difficile justement de pouvoir évaluer clairement quel est le problème. Quand on ouvre le capot d'un modèle d'IA, différemment d'un capot de voiture ou d'un modèle d'IT classique, on ne sait pas vraiment aller dire c'est là qu'il y a un problème. Là, je me limite au modèle. Pareil pour les données. Et ça, je ne vais pas revenir dessus. La deuxième chose qui rend difficile aussi ça, si on se passe maintenant en mode black box, c'est-à-dire on balance du côté de l'inférence, et là, je me spécifie, je parle particulièrement de l'IA générative, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la grande infinité de l'espace des entrées. Les entrées, par exemple, pour de l'IA textuelle, c'est une entrée de nature sémantique. Et la sémantique, à cause de l'infinité de cet espace, fait tout simplement que, et vous le voyez, c'est ce qu'on observe, on a même des aspects de réponse aléatoire des LLM. La même question posée 2 fois de suite donne difficilement, sauf un certain forçage, la même réponse. Parce que, justement, sous le capot de l'intelligence artificielle, on a des objets de nature probabilistique. Et donc, un certain indéterminisme. Et cet indéterminisme-là, qui est lié à l'IA, affecte aussi, donc, les démarches de sécurisation de l'IA. Donc ça, c'est pour pouvoir maintenant faire mon disclaimer. Je me mets un peu à l'abri en disant ça. Néanmoins, il existe des entreprises qui commencent à travailler dessus. Je parlais tout à l'heure d'une entreprise qui avait détecté des backdoors chez Hugging Face. Ces entreprises commencent à développer, ou ce type d'entreprise commence à développer des outils qui permettent de pouvoir en fait faire comme on fait dans l'IT classique, prendre un modèle, le mettre dans ce que nous on appelle des sandbox, c'est-à-dire des espaces un peu enfermés où ils font travailler le modèle, ils font travailler le système basé sur le modèle et ils observent son comportement. Notamment, est-ce qu'il fait des appels vers des adresses IP, c'est-à-dire des serveurs extérieurs pour lesquels on ne lui a rien demandé? Est-ce que, naturellement, il commence à envoyer des données d'entraînement ou à filtrer des données d'entraînement vers une destination extérieure? Et tout un type de données, de tests de ce type-là qui permet d'évaluer non pas la sûreté, mais la sécurité du modèle. Donc, c'est cette démarche-là qui est justement qui est la sécurité ou la défense contre l'adversarial machine learning qui est progressivement en train de se mettre en place. Donc, je pourrais vous donner dans la suite un certain nombre d'entreprises qui le font, mais je n'ai pas en tête pour l'instant de solutions, comment on va dire, non, il en existe. Je peux aussi donner des solutions open source, il en existe, qui permettent, via quelques manipulations, parce que comme on est encore au balbutiement, on n'a pas vraiment des solutions open source clés en main, on est vraiment au début du travail dont je parlais ici. Donc, créer toute une métrologie et une outillerie cyber correspondante. Et bien, puisqu'on est au début, quelque part, il y a des objets qui sont encore en construction et donc il faut un peu de patience. Et justement, moi, en tant que, et je vais terminer là-dessus, professionnel de la cybersécurité qui s'intéresse fortement et de plus en plus à faire de l'advocacy pour la cybersécurité de l'IA en spécifique,
vraiment, on agit, on publie, on sensibilise pour que la communauté s'intéresse et travaille résolument pour pouvoir rapidement produire du contenu et de l'outillage, de la métrologie qui vont nous permettre de pouvoir répondre aux questions pratiques comme celles que tu as posées, Jemima. Donc, concrètement, il existe des outils, il en existe qui sont open source, mais néanmoins, ils sont quand même à faible maturité. Merci encore une fois. Je crois que Jemima a eu de réponses. Ça faisait des pouces depuis, donc assez détaillé. Donc, je ne sais pas s'il y avait là toujours de questions. Sinon, on avance beaucoup là. Déjà, vous m'entendez? Oui. Okay, oui, on t'entend. Merci encore une fois pour votre présentation. Alors, j'ai déjà eu une certaine réponse à ma question, mais j'aimerais quand même la poser encore. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la lutte contre la cybersécurité ou bien la lutte contre tout ce qui est menaces et tout lié au CIA, est-ce qu'on utilise les CIA pour lutter en fait contre ça? Aussi, généralement, nous, quand on veut utiliser nos modèles et tout, créer nos modèles, on vient juste, on lance et tout. Mais est-ce qu'il y a des techniques ou des processus à suivre pour permettre à nos IA de détecter des anomalies dans les flux de données qu'ils reçoivent en fait? Ok. La surveillance, pour commencer par la fin de ta question, la surveillance est l'une des voies, surveillance en production des modèles, est l'une des voies qui est en train d'être clairement creusée par la communauté de ce qu'on appelle AI Detection and Response, donc vraiment ceux qui adressent les problèmes de sécurité des systèmes basés sur l'IA. Donc, il y a tout un mouvement qui se fait avec des solutions qui existent pour le faire. Donc, c'est possible d'avoir accès à des outils qui permettent de pouvoir surveiller l'attitude d'un système qui est en production. Et il existe des outils qui sont open source. Maintenant, le début de ta question, c'était plus dans une démarche. Moi, tel que je le comprends, c'est plus la notion de secure by design, security by design, c'est-à-dire alors que je suis en train de construire ma solution, alors que je suis en train de construire mon système basé sur un modèle d'IA, quelle est la posture que je dois avoir, quelle est la démarche que je dois avoir, une sorte de MLSecOps. Et pour faire de l'MLSecOps, cette communauté aussi est en train de grandir. Il y a un certain nombre de comment on a dire, de frameworks, de bonnes pratiques qui sont mises en place pour pouvoir permettre justement aux gens qui développent basés sur de l'IA de sécuriser la conception de leur modèle. Et c'est vraiment une question pertinente parce que la plupart des gens, et c'est ce que disait Merveille au départ, le modérateur, eh bien, ils foncent vers la création de valeur sans forcément s'occuper d'intercaler ce petit sec entre ML et Ops. Donc, ça existe aussi. Et pour ça, il faut simplement aller trouver les bons éléments. J'ai dit encore une fois que ma présentation n'était pas forcément axée là-dessus, mais je reste disponible et je vais m'atteler à pouvoir fournir un certain nombre d'outils qui vont permettre de pouvoir ensuite, en les creusant vous-même, voir comment vous pouvez bricoler ou récupérer tout simplement du contenu qui va permettre de vous aider pratiquement dans la sécurisation de la conception et post-production en production de vos systèmes. D'accord, merci. Ok, Abel, satisfaction, je suppose. Ok, Partiel, parce qu'il faut encore avoir les outils, mais ça viendra. Okay, ouais. Mais je tiens vraiment à te remercier pour la séance. Je crois que tu nous as apporté pas mal de ressources et je remercie vraiment ceux qui ont pu se connecter, sont restés jusqu'à la fin et j'apprécie bien les échanges. J'espère qu'on va continuer toujours dans les réflexions et en tout cas être en train de se partager des informations pour quand même être ne pas être sous-informé et tout, être toujours informé de tout et voilà. Donc, je ne sais pas, si tu vas nous dire un dernier mot, qu'est-ce que tu vas nous dire? Je vais vous dire tout simplement merci.
Comme je le disais au début, c'est très sincère. C'est un honneur de pouvoir me tenir au milieu de vous pour échanger sur ces questions. Vous êtes des personnes qui certainement sont engagées. Pour certains que je connais, oui. Et c'est magnifique parce qu'il y a une grande opportunité pour l'intelligence artificielle et il faut que cette opportunité-là puisse être encadrée de sécurité pour ne pas qu'on soit en train, en fait, de préparer des catastrophes futures en mettant dans nos systèmes les plus critiques des contenus qui soient compromis. Donc, prudence, changement de posture aussi, commençons à intégrer de plus en plus une démarche, une conception de sécurité dans nos démarches MLOps. Et puis, finalement, j'espère qu'on peut se revoir bientôt pour pouvoir continuer à échanger et pourquoi pas moi être celui qui reçoit des informations et des pratiques concrètes de la part de la communauté Data Afrique Hub.